Donc, cette histoire que nous allons lire aujourd'hui, c'est La mort avait les dents blanches. C'est encore une histoire, une nouvelle d'Agatha Christie avec Hercule Poirot. Hercule Poirot dînait avec son ami Henry Bonington au galant Edwood, Kingsford Road, à Chelsea. Monsieur Bonington aimait cet endroit, et il en goûtait l'atmosphère et la cuisine simple et bien anglaise. Il se plaisait à faire remarquer aux gens qui dînaient avec lui la place qu'occupait Augustus John, et à attirer leur attention dans le livre d'or sur le nom du fameux artiste. Monsieur Bonington lui-même était rien moins qu'artiste, mais il se parait volontiers des activités des autres dans ce domaine. Molly, l'aimable serveuse, salua Monsieur Bonington comme un vieil ami. Elle se faisait un point d'honneur à se souvenir des goûts de ses clients. Au fait, je vous ai pas demandé le son du POV, c'est bon pour vous ou il vous le faut un peu plus fort? Bonsoir, messieurs, dit-elle en aidant les deux hommes à s'installer. Vous avez de la chance, aujourd'hui de la dinde au marron, votre plat favori. Et nous avons reçu un fromage de Stilton, dont vous me direz des nouvelles. Que prendrez-vous pour commencer, du potage ou du poisson? Bonington posa la question. Pas de vos petits plats français surtout, dit-il à Poirot, qui étudiait le menu. De la bonne cuisine anglaise. Hercule Poirot agita la main. Mon ami, dit-il, je m'en rapporte complètement à vous. Ah, Le sourcil froncé, Bonington fit son choix avec soin. Puis il se renversa en arrière avec un soupir et déplia sa serviette. Une brave fille, dit-il, comme Molly s'éloignait. Elle a été une beauté dans le temps. Elle posait comme modèle. Elle s'y connaît en cuisine aussi, et c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important. Les femmes sont un peu détraquées de ce côté-là. La plupart, pour un peu, qu'elles sortent avec un homme qui leur plaît, ne font même pas attention à ce qu'elles mangent. Elles commandent la première chose venue. Hercule Poirot secoua la tête. C'est terrible. Dieu merci, les hommes sont différents, remarqua Bonington avec complaisance. Toujours? Demanda Poirot, une petite étincelle dans les yeux. Non, peut-être, quand ils sont très jeunes, lui accorda son ami. Des chiots. Ils sont tous les mêmes. Aujourd'hui, pas de cervelle, pas d'endurance. Je n'aime pas les jeunes gens, et, ajouta-t-il impartial, ils me le rendent. Peut-être ont-ils raison, mais à les entendre, on croirait qu'un homme n'a pas le droit de vivre passé 60 ans. À leur façon d'agir, on en vient à se demander s'ils n'aident pas, plus ou moins, leurs vieux parents à passer dans l'autre monde. C'est fort possible, admit Poirot. Jolie mentalité. Vos enquêtes de police détruisent tout idéal en vous. Attendez. Hercule Poirot sourit. Tout de même, dit-il, ce serait intéressant de dresser un tableau des morts accidentelles au-dessus de 60 ans. Je vous assure que cela vous donnerait à réfléchir. Appuyez pas sur les touches, Hardy. L'ennui avec vous est que vous allez au-devant du crime au lieu d'attendre qu'il vienne à vous. Excusez-moi, dit Poirot, je me laisse entraîner à parler boutique. Racontez-moi un peu comment vont vos affaires, vos avis sur le monde actuel. La pagaille et des discours pour cacher la pagaille. Comme une sauce très relevée sur un poisson à la fraîcheur douteuse. Donnez-moi un honnête filet de sole sans rien dessus. Molly lui apportait au même instant le plat en question, et Bonington eut un grognement approbateur. « Vous connaissez mes goûts, ma petite, dit-il. C'est normal, vous venez ici assez souvent, monsieur. Les gens mangent-ils donc toujours la même chose demanda Poirot. Ne changent-ils pas parfois? Pas les messieurs.
Les dames aiment la variété. Les hommes s'en tiennent à leur habitude. J'ai pas ton assiette, chérie. Faut attendre que je descende pour te manger. Que vous disais-je, dit Bonington, les femmes sont déséquilibrées quand il s'agit de nourriture. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Regardez, ce vieux type barbu dans ce coin là-bas. Molly vous dira qu'il vient tous les mardis et jeudis soirs depuis près de 10 ans. Il fait presque partie du mobilier, mais personne ne sait son nom, son adresse ou sa profession. C'est amusant quand on y pense, n'est-ce pas? Molly s'approchait avec la dinde et il se tourna vers elle. Vous avez toujours, je le vois, la clientèle du vieux derrière, il est venu le lundi. Ça m'a toute bousculée. J'ai cru que c'était mardi, mais il est revenu le lendemain. Il avait fait une sorte d'extra le lundi. Changement d'habitude. Intéressant, murmura Poirot. Et pourquoi? Eh bien, monsieur, j'ai l'impression qu'il avait des ennuis. Qui vous fait dire cela? Sa façon d'être? Non, pas exactement. Il était très calme, comme d'habitude. Il ne dit jamais autre chose que bonsoir en arrivant et en repartant. Non, c'était sa commande. Sa commande? Ces messieurs vont rire, Molly rougit, mais quand on a servi à un client depuis 10 ans, on finit par savoir ce qu'il aime et ce qui lui déplaît. Lui, il n'a jamais pu supporter le pudding à la graisse de rognon, ni les mûres. Et je ne l'ai jamais vu demander de la soupe épaisse. Eh bien, lundi, il a commandé de la soupe à la tomate, du beefsteak, du pudding au rognon et de la tarte aux mûres. On aurait dit qu'il ne savait même pas ce qu'il demandait. Je trouve ça de plus en plus intéressant, déclara Poirot. Molly lui adressa un regard reconnaissant et s'éloigna. Alors Poirot, dit Bonington avec un gloussement, quelles sont vos déductions? Je préfère vous entendre d'abord. Que je fasse mon petit Watson? Soit. Le vieux a été voir le médecin, qui a changé son régime. Un menu pareil, impossible pour le médecin. Un médecin ferait n'importe quoi, mon vieux. Vous ne voyez pas d'autre explication? Sérieusement, je n'en vois qu'une. Il était sous l'emprise d'une émotion violente. Il était tellement troublé qu'il n'a prêté aucune attention à ce qu'il a commandé et mangé. Maintenant, vous allez me dire ce qui se passe dans votre crâne. Peut-être préparait-il un meurtre? Il rit à cette idée, mais Poirot ne l'imita pas. Il semblait même très, très préoccupé. Hercule Poirot et Bonington se revirent environ 3 semaines plus tard dans le métro. Ils s'adressèrent à un signe de tête bousculé par la foule. La voiture se vida à Piccadilly Circus et ils purent s'asseoir. « Ça va mieux ?» déclara Bonington. « Quelle bande d'égoïstes ! Il n'y en a pas un qui se reculerait pour vous faire de la place. » Hercule Poirot haussa les épaules. « Que voulez-vous? La vie est tellement incertaine. » « C'est cela. Ici aujourd'hui, parti demain, dit Bonington funèbre. À propos, vous souvenez-vous de cet original dont nous avons parlé à Galland-Edvour? Cela ne m'étonnerait pas qu'il soit en route pour un meilleur monde. Cela fait 1 semaine qu'on ne l'a pas vu. Molly est bouleversée. Hercule Poirot se redressa, un éclair dans les yeux verts. Vraiment, dit-il? Vous rappelez-vous, continua son ami, j'avais émis la supposition qu'un médecin lui avait soumis un régime. Cette idée de régime était ridicule, mais s'il avait vraiment consulté un médecin et que les révélations de celui-ci au sujet de sa santé lui avaient causé un choc, cela expliquerait sa disparition au cours du repas. En tout cas, la secousse qu'il a reçue a hâté son départ de ce bas monde. Les médecins devraient vraiment prendre des précautions pour parler à leurs malades. Ils le font généralement, dit Poirot. Ah, voilà ma station. Au revoir. Quand je pense que nous ignorons toujours qui était ce vieux type, drôle de pays. Il se hâta vers la sortie, les sourcils froncés. Hercule Poirot ne semblait rien trouver de drôle aux choses qui l'entouraient.
Rentré chez lui, il donna quelques instructions à Georges, son fidèle valet. Hercule Poirot suivait du doigt une liste de noms, ceux relatifs au décès d'une certaine région. Il s'arrêta soudain. Henri Gascogne, 69 ans. Je peux commencer par lui. Un peu plus tard, dans la même journée, le détective était assis dans le salon de consultation du docteur MacAndrew dans King's Road. Le médecin, un Écossais roux, de haute taille, avait un visage intelligent. « Gascogne, dit-il. Oui, c'est exact. Un vieil excentrique. Il habitait seul dans une de ces bâtisses sans âge que l'on fait abattre pour construire des immeubles modernes. Je ne le soignais pas, mais c'est moi que l'on a appelé, et je savais qui il était. C'est le laitier qui a flairé quelque chose. Les bouteilles de lait commençaient à s'empiler à l'extérieur. À la fin, les voisins ont prévenu la police. On a ouvert la porte et on l'a trouvé. Il avait piqué une tête dans l'escalier et s'était cassé le cou. Il portait une vieille robe de chambre avec une ceinture interminable. Il a dû se prendre les pieds dedans. « Je vois, » dit Hercule Poirot. « Un simple accident. »« C'est cela. A-t-il des parents ? » ?»« Un neveu. Il venait voir son oncle une fois par mois environ. Il s'appelle Georges Lorimer. Il est médecin lui aussi. Il habite Wimbledon. » La mort du vieux l'a-t-elle ému ? Je ne saurais pas vous dire. Il l'aimait bien, mais il le connaissait peu. Depuis combien de temps, monsieur Gascogne était-il mort lorsque vous l'avez vu ? Pas moins de 48 heures, et pas plus de 72. On l'a trouvé le 6 au matin, mais il avait une lettre dans la poche de sa robe de chambre écrite le 3, postée à Wimbledon dans l'après-midi du même jour et délivrée à 21h20. Cela fait remonter la mort au 3 après 9h20. Cela concorde avec le contenu de l'estomac et l'état de digestion. Il avait absorbé un repas 2 heures environ avant de mourir. Je l'ai examiné le 6 au matin. Son état est celui d'un homme mort depuis 60 heures. Tout cela me paraît très précis. Quand l'a-t-on vu en vie pour la dernière fois ? Le soir du 3, King's Road, vers 7 heures. C'était un mardi. Il avait dîné au Galant et de Vour à 7h30. Il paraît qu'il dînait au même endroit tous les mardis. C'était un artiste à sa façon, fort mauvais. En dehors de ce neveu, il avait aucun parent, un frère jumeau. L'histoire est assez curieuse. Il ne s'était pas vu depuis des années. L'autre frère, Anthony Gascogne, aurait, paraît-il, épousé une femme très riche et abandonné l'art. Ils se seraient querellés à ce sujet et ils ne se sont jamais revus. Mais, chose curieuse, ils sont morts le même jour. L'autre jumeau s'est éteint à 3 heures dans l'après-midi du 3. J'ai déjà entendu une histoire de jumeaux mourant en même temps, à l'opposé du globe. Une simple coïncidence, sans doute, mais le fait demeure. Non, c'est pas un accident. Non, je m'en doute que c'est pas un accident. La femme de l'autre frère vit-elle encore ? Non, elle est morte depuis des années. Où habitait Anthony Gascogne ? Il avait une maison à Kingston Hill. D'après le docteur Lorimer, il vivait en reclus. Hercule Poirot hocha la tête, pensif. L'Écossais le regarda avec attention. « À quoi pensez-vous, monsieur Poirot ?» demanda-t-il brusquement. « J'ai répondu à vos questions à la seule vue de vos lettres de créance. C'était mon devoir, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. » « Un simple cas de mort accidentelle, dit doucement Poirot. C'est bien votre avis. Pour moi, c'est une simple poussée. » Le docteur MacAndrew parut très surpris. « En d'autres termes, un meurtre ?
Avez-vous une base pour étayer cette affirmation? Non, c'est une supposition. Mais il doit y avoir quelque chose, insista l'autre. Poirot ne répondit pas, et MacAndrew poursuivit. Si vous soupçonnez le neveu, j'aime autant vous dire que vous faites fausse route. Lorimer a joué au bridge à Wimbledon de 8h30 à minuit. Et la police l'a vérifié, murmura Poirot. Vous savez quelque chose contre cet homme? Demanda le médecin. J'ignorais son existence jusqu'au moment où vous en avez parlé. Alors vous soupçonnez quelqu'un d'autre? Non, non, ce n'est pas cela du tout. Nous sommes en face d'un exemple des habitudes routinières d'un animal humain. C'est fort important. En ce qui concerne feu monsieur Gascogne, quelque chose cloche, voyez-vous? Je ne comprends pas. Il y a beaucoup trop de sauce sur le poisson pas frais, murmura Poirot. Pardon? Hercule Poirot sourit. Vous n'allez pas tarder à me prendre pour un fou docteur, mais je n'ai aucun dérèglement mental. Je ne suis qu'un homme aimant l'ordre et la méthode. Un événement illogique me contrarie toujours. Vous me pardonnerez? J'espère, docteur, l'ennui que je vous ai causé. Il se leva, et le médecin l'imita. Honnêtement, dit MacAndrew, je ne vois rien de suspect au sujet de la mort de Henri Gascogne. Pour moi, il est tombé. Pour vous, on l'a poussé. Tout cela est en l'air. Hercule Poirot soupira. Oui, dit-il, c'est du travail bien fait. Vous persistez à penser... Le petit homme écarta les mains. Je suis obstiné. J'ai une petite idée, sans rien, pour l'étayer. Au fait, Anthony Gascogne avait-il de fausses dents? Non, les siennes étaient en un excellent état. À son âge, cela peut surprendre. Il les soignait bien. Elles étaient blanches et bien brossées. Oui, je les ai remarquées. Les dents ont tendance à jaunir chez un vieillard. Les siennes étaient très belles. Nullement colorées? Non, il ne devait pas fumer. Si c'est à cela que vous pensez, je ne songeais pas à cela spécialement. Au revoir, docteur, et merci pour votre amabilité. Au galant et de Havour, il choisit la table qu'il avait occupée avec son ami Bonington, et il ne reconnut pas la serveuse Molly. Lui dit-elle, attendez, il ne reconnut pas la serveuse Molly, lui dit-elle, était en vacances. Il n'était que 7 heures et le détective n'eut aucun mal à faire parler la jeune fille sur le vieux Gascogne. Oui, dit-elle, cela faisait des années qu'il venait ici, mais aucune de nous ne savait son nom. On a vu sa photo dans le journal pour l'enquête. Tiens, ai-je dit à Molly, mais c'est notre vieux. Il a dîné ici le soir de sa mort. Oui, mardi le 3. Il venait tous les mardis et les jeudis ponctuels comme une horloge. Vous ne vous souvenez pas, je présume, de ce qu'il a mangé ce soir-là. Attendez, une soupe au curry, oui, du pudding ou du mouton? Non, du pudding, de la tarte au mûr et aux pommes et du fromage. Et quand on pense qu'il est rentré chez lui pour tomber dans l'escalier le même soir, c'est le cordon de sa robe de chambre qui a fait ça, il paraît. Évidemment, ses vêtements étaient toujours affreux, démodés et ficelés n'importe comment, mais il avait quand même l'air distingué, comme si c'était quelqu'un. On a des clients intéressants ici. Elle s'éloigna et Poirot se consacra à son filet de sol. Ses yeux brillaient. C'est étrange, se dit-il. Comment, comme les gens les plus intelligents, trébuchent sur des détails. Bonington serait intéressé. Mais l'heure d'une conversation amicale avec Bonington n'avait pas encore sonné. Armé de puissantes introductions, Hercule Poirot n'éprouva aucune difficulté à avoir un entretien avec le coroner de la région. Une curieuse figure ce Gascogne, remarqua-t-il, un homme excentrique et peu sociable, mais son décès semble provoquer un intérêt bien inhabituel. Il regardait son visiteur avec curiosité tout en parlant.
Hercule Poirot choisit ses mots avec soin. Ce sont les circonstances, monsieur, qui rendent une enquête souhaitable. Et ouais, et le pire de tout, c'est que c'est souvent comme ça, Véro. Bien, comment puis-je vous aider? Selon votre avis, les documents produits en cours de justice sont classés ou détruits, je crois. On a trouvé, n'est-ce pas, une lettre dans la poche de la robe de Charles de chambre d'Henri Gascogne. En effet, une lettre de son neveu, le docteur Georges Lorimer. Exactement. La lettre produite à l'enquête aida à fixer la date de la mort, laquelle fut corroborée par l'examen médical. Parfaitement. Cette lettre est-elle toujours en votre possession? Cette lettre, Hercule attendit la réponse avec anxiété. Il poussa un soupir de soulagement en apprenant que le document existait encore. On lui présenta la lettre et il l'étudia avec soin. Elle était écrite à la main. Cher oncle Henri, je regrette de vous dire que je n'ai pas eu de succès auprès de l'oncle Anthony. Il n'a montré aucun enthousiasme à l'idée d'une visite de votre part et n'a pas voulu répondre à votre désir d'oublier le passé. Il est évidemment très malade et n'a plus toute sa tête. Je crains que la fin ne soit proche. Il semblait à peine se souvenir de vous. Je suis désolé de ne pas avoir réussi, mais je vous assure que j'ai fait de mon mieux. Votre neveu affectionné, Georges Lorimer. La lettre était datée du 3 novembre et le timbre de l'enveloppe portait 16h30, 3 novembre. Tout est merveilleusement en ordre, murmura le détective. Kingston Hill fut son objectif suivant. Après quelques difficultés et douce obstination, Poirot obtint une entrevue d'Amelia Hill, cuisinière gouvernante du feu Anthony Gascogne. Madame Hill était de nature soupçonneuse, mais le charme du détective aurait agi sur une pierre. La gouvernante s'assoupit. Elle se surprit, comme l'avaient fait tant de femmes avant elle, à raconter ses ennuis à cet auditeur sympathique. Durant 14 ans, elle s'est chargée de tenir la maison de M. Gascogne. Quel travail! N'importe qui aurait succombé à la tâche. Pour être excentrique, il l'était. Il ne le niait pas. Et regardant avec ça, une vraie manie, riche comme il était. Mais Madame Hill l'avait servi avec fidélité et tenu compte de ses habitudes. Naturellement, elle s'était attendue à ce souvenir quelconque. Mais non, rien du tout. Juste un vieux testament, laissant tout l'argent à sa femme et, si elle mourait avant lui, à son frère Henri. Un testament établi depuis des années. Ce n'était pas juste. Graduellement, Hercule Poirot la détacha de sa préoccupation principale. Sa cupidité insatisfaite. C'était effectivement d'une injustice écœurante. Nul ne songeait à la blâmer de se sentir blessée et surprise. Chacun savait à quel point M. Gascogne tenait serrés les cordons de la bourse. On avait même dit qu'il avait refusé assistance à son frère unique. Madame Hill devait être au courant. C'est pour ça que le docteur Lorimer est venu le voir, demandant la gouvernante. Je savais qu'il était question du frère, mais je croyais seulement qu'il demandait la réconciliation. Il s'était brouillé depuis un temps fou. Monsieur Gascogne s'y est refusé, n'est-ce pas? Oui, reconnut Madame Hill. Il pouvait à peine parler, mais il a dit « Henri ». Que veut-il? Je ne l'ai pas vu depuis des années et je ne veux pas le revoir. Henri, c'est un querelleur. Puis Madame Hill reprit le sujet qui lui tenait à cœur et s'étendit sur l'attitude discourtoise de l'homme d'affaires de feu Anthony Gascogne.
Poirot éprouva quelques difficultés à prendre congé sans mettre fin trop brutalement à la conversation. Un peu après l'heure du dîner, il se présenta à Elmhurst, Dorset Road, Wimbledon, résidence du docteur Lorimer. Le médecin était chez lui. On introduisit le détective dans le cabinet où Lorimer, qui sortait visiblement de table, le rejoignit aussitôt. « Je ne suis pas un malade, docteur, et ma présence vous semblera peut-être même déplacée, mais je suis un vieux monsieur, et j'aime aller droit au but. Je n'apprécie pas les hommes de loi et leurs méthodes alambiquées. » Il avait éveillé l'intérêt de Lorimer, c'était visible. Le médecin était glabre et de taille moyenne. Il avait les cheveux bruns, mais ses cils décolorés presque blancs donnaient à ses yeux un reflet pâle, délavé. Ses gestes étaient vifs. « Des hommes de loi, dit-il, en levant les sourcils. Au diable ceci. Vous excitez ma curiosité, cher monsieur. Je vous prie, asseyez-vous. Ah, attendez, j'ai mal au dos. Où tu vas, chouchou? » Poirot obtempéra et tendit une de ses cartes de visite au médecin. Les cils blancs de Georges Lorimer battirent. « Ma clientèle est surtout composée de femmes, dit le détective d'un ton de confidence. »« Naturellement, remarqua Lorimer avec un clignement d'œil. Comme vous dites, les femmes ne font pas confiance à la police officielle. Elles préfèrent les enquêtes privées. Elles ne veulent pas voir les ennuis rendus publics. Il y a quelques jours, une vieille dame est venue me trouver. Elle était malheureuse au sujet d'un mari avec lequel elle s'était querellée de longues années auparavant. Ce mari était votre oncle, le défunt, monsieur Gascogne. Excusez-moi, attendez. Georges Lorimer devint écarlate. Mon oncle? C'est ridicule. Sa femme est morte depuis longtemps. Pas votre oncle Anthony, votre oncle Henri Gascogne. L'oncle Henri, mais il n'était pas marié. Mais si, il l'était, assura Poirot, mentant sans vergogne. Il n'y a aucun doute à cela. Cette dame m'a montré son livret de mariage. C'est faux, s'écria Georges Lorimer, le visage lit de vin. Je n'en crois rien. Vous n'êtes qu'un affreux menteur. C'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Dit Poirot. Vous avez commis un meurtre pour rien. Un meurtre, balbutia le médecin, dont les yeux pâles se dilataient de terreur. Au fait, remarqua Poirot, je vois que vous avez encore mangé de la tarte au mûr. Une mauvaise habitude, ce sont, dit-on, des fruits pleins de vitamines, mais ils peuvent être mortels aussi. Ils ont fortement contribué à vous passer la corde au cou, docteur Lorimer. Voyez-vous, mon ami, votre raisonnement péchait par la base, dit Hercule Poirot en souriant aimablement de l'autre côté de la table à M. Bonington. Un homme sous l'influence d'une forte tension mentale ne fait pas à ce moment ce qu'il n'a jamais fait. Il choisit la ligne de moindre résistance. Un homme bouleversé peut venir dîner en pyjama, mais ce sera le sien, pas celui de quelqu'un d'autre. Un être déteste les soupes épaisses, les puddings gras et les mûres et demande à en manger parce que, dites-vous, il pense à autre chose. Mais je déclare qu'un homme préoccupé commandera automatiquement le plat qu'il a l'habitude de demander. Eh bien, quelle autre explication pouvait-il y avoir? Je n'en trouvais aucune raisonnable et cela me préoccupait. Rien ne cadrait. J'ai un esprit méthodique et j'aime comprendre. Le menu de M. Gascogne me contrariait. Puis, vous m'avez appris la disparition de l'homme.
pour la première fois depuis qu'on le connaissait. Il ne s'était pas montré le mardi et le jeudi. Cela me plut encore moins. Une hypothèse germa dans ma tête. Si elle se tenait, l'homme était mort. Je menai une enquête, il était mort, en effet. Bien proprement. En d'autres termes, le poisson avarié était recouvert de sauce. On l'avait vu à 7h, King's Road. Il avait dîné ici, 7h30, 2 heures avant sa mort. Tout coordonné. Le contenu de l'estomac, la lettre, beaucoup trop de sauce. On ne voyait plus de poisson. Le neveu dévoué écrit une lettre. Il a un merveilleux alibi pour l'heure du décès, mort causée par une chute dans un escalier, simple accident, meurtre. Chacun s'accorde pour y voir un accident. L'unique survivant, le neveu dévoué. Il héritera, mais quoi? L'oncle est notoirement pauvre, mais il a un frère qui, dans le temps, a épousé une femme riche. Un frère qui habite une belle et grande maison à Kingston Hill. Vous suivez le jeu? La femme laisse son argent à Anthony. Anthony le laisse à Henry, qui le laisse au neveu. La chaîne est complète. Très beau en théorie tout ça, observa Bonington. Mais qu'avez-vous fait? Quand on sait, on arrive généralement au but que l'on s'est fixé. Henri est mort 2 heures après son repas. Et il s'agissait du déjeuner et non du dîner. Mettez-vous à la place de Georges. Il veut de l'argent, désespérément. Anthony Gascogne est mourant, mais sa mort ne rapportera rien à Georges. Henri, l'héritier, peut vivre des années encore. Il faut donc qu'il meure, et le plus tôt sera le mieux, mais cependant après Anthony. Et Georges doit s'assurer un alibi. Henri a l'habitude de dîner régulièrement au même restaurant 2 jours donnés de la semaine. Bonsoir Gabi. Il me semble que tu étais là quand on a fait enquête vendredi. Où est-ce que j'en étais? Ah là, l'heure venue, il écrit une lettre à oncle Henri dans l'après-midi du 2, mais la date du 3. Il vient faire une visite à Henri le 3 et passe à l'action. Une bonne poussée et longue bascule dans l'escalier. Georges recherche sa lettre et la glisse dans la robe de chambre du mort. À 7h30, il est au galop et d'Avour, les sourcils en broussailles, barbu, parfaitement déguisé. Aucun doute, Henri Gascogne est en vie. Puis, une métamorphose rapide dans le lavabo et à toute vitesse à Wimbledon où il occupe la soirée à jouer au bridge. L'alibi parfait. Ah ben alors il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Gabi comme toi et qui est venu vendredi. Ah, curieuse synchronicité. Tu avais déjà ce pseudo-là, Gabi? Et le cachet de la pose sur la lettre? Demanda Bonington. Très simple, il était brouillé. Pourquoi? On l'avait altéré au noir de fumée et mis 1, 3 à la place du 2. Personne ne l'aurait remarqué, à moins de le vouloir. Et puis, pour finir, il y avait les murs. Les murs? Tout compte fait, Georges n'était pas un bon acteur. Il ressemblait à son oncle, marchait comme lui, parlait comme lui, portait la même barbe et les mêmes sourcils, mais il a oublié de manger comme lui. Euh, hum,
attendez, j'ai sauté la ligne. Ah voilà. Les murs, tout compte fait, Georges n'était pas un bon acteur. Ah ben oui, c'est là que j'étais. Euh, Tout compte fait, l'oncle n'était pas un bon acteur. Il ressemblait à son oncle, marchait comme lui, parlait comme lui, portait la même barbe et les mêmes sourcils, mais il a oublié de manger comme lui. Il a demandé les plats qu'il aimait lui-même, les mûres colorent les dents, celles du mort étaient blanches, et cependant, Henri Gascogne avait mangé ce soir-là de la tarte aux mûres au galant Edvour. Ce matin, je me suis informé. L'estomac ne contenait pas ces fruits. De plus, Georges a été assez stupide pour conserver la fausse barbe et le reste du maquillage. Oh, les preuves ne manquaient pas, si on les avait cherchées. J'ai fait une visite au neveu. Je lui ai confié une histoire. Cela l'a achevé. Entre neveux, entre parenthèses, il avait de nouveau mangé des mûres. Un type gourmand, très intéressé par la nourriture, eh bien, sa gourmandise aura causé sa perte. À cet instant, une serveuse leur apporte de la tarte aux mûres. Emportez cela, s'écria Bonington. On ne saurait être prudent. Voilà, c'était la nouvelle sur la victime, traduit par Monique Tiss. Attendez, je vais vous redire le titre, parce que je sais qu'il y a dents blanches dedans. Qu'est-ce qu'il y a, Jim? Toi aussi, tu veux sortir? Ben, tu patientes, comme tout le monde. Le mort avait les dents blanches. Voilà, voilà.